donc à cette conférence consacrée à l'Institut Imagine avec l'agence Valero-Gadan, Monsieur Bernard Valero ici présent. Imagine est un institut de recherche et de soins qui a pour objectif de mieux comprendre les maladies génétiques et pour mieux les soigner également. Plus de 450 chercheurs, ingénieurs, techniciens, médecins, infirmiers et professionnels de santé travaillent à trouver plus rapidement les nouveaux traitements et diagnostics attendus par les malades et leurs familles. Toutes ces personnes sont aujourd'hui regroupées dans un bâtiment de 19 000 m², conçu par les architectes Jean Nouvel et Bernard Valero, au sein du campus de l'hôpital Necker Enfants Malades. Bernard Valero avec Frédéric Gadan, Bernard, vous avez en 1992 l'agence Valero-Gadan. Vous réalisez aujourd'hui des projets dans de nombreux domaines, des équipements sportifs, scolaires, logements, des bureaux tertiaires, des équipements administratifs et hospitaliers. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'agence Valero-Gadan, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Effectivement, dans tout ce stand, on est un petit peu les petits poussés du stand, mais parce qu'on débute dans l'hospitalier. L'agence est assez ancienne, elle fait beaucoup de projets de tout type, et c'est effectivement en faisant des concours d'équipements divers et variés qu'on s'est porté sur le projet hospitalier, qu'on a commencé à répondre à des concours, et on a commencé par des tout petits projets comme les urgences de l'Hôtel-Dieu ou les réanimations lourdes de la Riboisière. Ce qui est marrant dans ces projets-là, qui étaient des projets d'équipement assez compliqués, puisque les urgences et les réas, c'est quand même pas la même chose que des salles d'hospitalisation, les architectes qui sont là le savent. C'était assez intéressant de travailler dans des endroits très contraints, comme l'Hôtel-Dieu à Paris ou comme la Riboisière, qui sont des bâtiments militaires très anciens, avec des dimensions très petites, très contraignantes. Et on a été obligé de faire des projets au chausse-pied, un peu des moutons à 5 pattes. Peut-être pour ça qu'on a fait ces concours, avec des phasages très compliqués. Et c'est peut-être parce qu'on a fait aussi des équipements très lourds, comme des lycées, avec des phasages compliqués aussi, avec des prix de sortie très maîtrisés, qu'on a peut-être réussi à faire ces projets-là, dans des temps pas faciles non plus. Et c'était aussi des bâtiments qui, quand je revois tout ça, me font penser qu'ils étaient un peu les prémices de la Fondation Imagine, parce qu'on a travaillé avec des gens très sympathiques, éminents, comme le professeur Pouria, qui doit être par là, qui est quelqu'un qui est devenu un ami. Et on a toujours travaillé en relation avec ces gens-là, de la première esquisse jusqu'à la réalisation du projet. Pour les réanimations de la Riboisière, c'est pareil. Et j'ai apprécié ce travail avec ces professeurs de médecine, comme je l'ai apprécié sur la Fondation Imagine, avec Arnold Munich, Fischer et Griselli, qui sont des gens qui bossent sans arrêt, un petit peu comme nous en architecte. On n'arrête pas de travailler, on met toujours la chose sur l'établi. Et pour la Fondation Imagine, j'ai rencontré des gens qui n'arrêtent pas de penser, de chercher, d'essayer de trouver ces solutions pour ces maladies génétiques. Donc là, je vais vous présenter les projets Hôtel-Dieu et la Riboisière rapidement, qui sont des projets assez simples, pas pour moi compliqués, mais qui étaient les premiers et qui montrent ce fonctionnement et cette rationalité. Voilà, donc ça c'est l'Hôtel-Dieu avec ses urgences. Je ne sais pas si elle continuera à exister, mais c'est un projet plus long à faire qu'à exploiter, je crois. Mais ça c'est le paradoxe. Donc c'est un bâtiment militaire que vous connaissez tous, et il fallait rentrer au chausse-pied dans un bâtiment. Ça c'est le plan de ces espèces de patios que vous connaissez à l'Hôtel-Dieu. Ça, c'est le plan de l'existant, et il fallait remplir la chose un peu comme on vient de le faire sur ce dessin, avec une programmation très précise sur les urgences, et même faire rentrer des camions d'urgence, les SAV des pompiers, dans un Porsche qui ne passe pas, et trouver une plaque tournante pour faire sortir les véhicules. C'est un peu ce qu'on a fait avec le cercle que vous voyez en partie basse. Les camions peuvent rentrer et accéder directement et déposer les malades. Donc c'était assez rigolo de faire un bâtiment dans un site pas classé, avec Notre-Dame juste au-dessus. On a une plaque un peu missienne, très contemporaine, très plate, qui n'a pas de superstructure. Et on a une suite logique avec les postes d'IAO. Derrière, on a le déchocage, on a l'héliporte et sinon les box. Et ce qu'on a fait avec Jean-Louis Pouria, c'est qu'on a, comme à la Riboisière et comme à la Fondation Imagine, travaillé la lumière dans des espaces impossibles. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de lumière possible, si ce n'est ce petit patio qui donne cette transparence et cette vue diagonale avec le box des médecins, qui est dans la vue directe avec la salle d'attente, qui leur permet d'avoir un espace quand même assez zen et reposant, contrairement aux urgences qu'ils avaient avant. Voilà, ça c'est l'espace de ce petit patio. C'est pas grand-chose, hein, c'est minimum. Je vais assez vite parce que c'est un premier projet. Ça c'est un box, lui aussi très peu, pas très vaste, avec quelque chose de très rudimentaire, mais ça fonctionne. Voilà, ça c'est la Riboisière. Donc autre mouton à 5 pattes qu'on nous donne, un peu pour faire nos armes en quelque sorte.
Alors c'est le petit jardin que vous voyez entre la neurochir et l'orthopédie. Pas le droit de construire en élévation parce que site classé. Donc là, on est en enterré. Et pour les architectes, faire 21 lits de réa en enterré, c'est impossible, on n'a pas le droit. Donc il faut trouver une solution avec les pompiers, ce qu'on a fait, en relevant le site des seuils. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on est en -1, en mettant des escaliers et des sorties de secours, on arrive à faire comprendre aux pompiers qu'on n'est pas en -1. Enfin, c'est un marché de dupes, mais ça le fait. Bon, c'est comme ça. Donc ça, c'est l'intérieur du... Il faut savoir que là, c'est entre deux bâtiments, il n'y a pas de prise de lumière possible, sauf les 2 joints creux qu'on a fait de part et d'autre, d'1,50 m, puisque là, les côtes sont bloquées entre les 2 bâtiments, et qu'on doit rentrer les 21 lits, plus le -2 avec tous les services des médecins. Ça, c'est l'espace qui est baigné de lumière, alors qu'on est sous terre. C'est le poste central où travaillent les médecins H24. Là, on a travaillé avec le professeur Pagnin et le professeur Mathéo. C'est pareil, on a développé la largeur de chambre, la possibilité de trouver de la lumière, de travailler la lumière naturelle même pour de la réa, parce qu'on se rend compte que même quand on est en réa très très lourde, les patients voient la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Donc ça, c'est le poste central. Il faut savoir que j'ai passé une nuit entière avec eux avant de faire le projet pour voir comment ça fonctionnait. Et il y avait pratiquement le fait de s'enfouir, le rapport avec les sous-marins, où on est H24 dans un état de crispation maximum, ça sonne tout le temps. Et ils sont toujours sur le pont. Je suis vraiment admiratif. Ces gens sont assez forts et ils ont une... Enfin, je sais pas, ils bossent tout le temps pour l'autre. C'est assez impressionnant. Et une fois que j'ai passé ces 8 heures avec eux, ben on a continué notre projet, on a compris certaines logiques, notamment de cheminement, puisque les infirmières travaillent sur 3 chambres. Il faut limiter les déplacements et c'est incessant. Voilà, ça c'est l'inscription urbaine, urbaine dans l'hôpital. Donc on est encastré dans le sol avec les 2 plans. Ça, c'est ce qu'on nous donne pour construire. Et le résultat, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est assez zen, c'est propre. La lumière naturelle rentre partout, dans les box. Voilà, ça, c'est la vue qu'on a des circulations. Ça, c'est les espaces d'attente des parents. On a aussi travaillé la qualité de la lumière avec Payen, qui est un grand professeur de réa, pour que les parents, quand ils attendent, ou les familles, quand elles attendent, soient dans des espaces assez confortables. Ça, c'est la vue de dessus. Donc on a fait un simple jardin et les 2 failles, c'est les jardins plus foncés que vous voyez de part et d'autre. Ça, c'est les plans. Donc là aussi, c'est très rationnel. On n'a pas possibilité de s'exprimer. On a 2 systèmes de chambres, 2 circulations et des box au centre. Il faut que ça aille très très vite et que ce soit le plus proche des chambres. Hein. Ça, c'est le -2, où il y a aussi de la lumière avec les salles de staff, puisqu'ils se réunissent tout le temps pour statuer des patients et de voir quelle thérapie on propose. Et dans ce plan-là, on a la liaison directe avec le bloc médicalisé central de la Riboisière, pour ceux qui connaissent cet hôpital. Voilà. Ça, c'est la coupe. Donc, on désaffleure pas. On n'avait pas le droit. C'est plus simple. Voilà. Et ça, c'est la coupe transversale pour montrer que la lumière rentre de chaque côté. Et ça marche vraiment bien. Voilà. Ça, c'est l'hôpital de Trappes qu'on a fait avec la Générale de Santé. Je passe vite aussi. C'est un bâtiment raccord avec le bâtiment existant à Trappes, où on a tous les services un peu spécialisés, comme l'imagerie, la dialyse, là aussi la réanimation lourde et le bloc obstétrique. C'est un bâtiment neuf qui vient se greffer sur l'existant. Ça, c'est le plan masse. Je passe vite pour parler d'Imagine. Ça, c'est un plan de niveau avec l'imagerie et le raccord qu'on a au niveau 0 avec le bâtiment existant. Ça, c'est la réanimation. Donc ça, c'est les espaces intérieurs. On essaye de travailler aussi le design, avec nos moyens, et puis les moyens du projet. Donc on a des banques d'accueil en USM quand on peut se les payer. Ça, c'est l'espace de l'imagerie avec les espaces d'attente. C'est un hôpital qui tourne énormément. C'est l'hôpital de l'Ouest parisien, comme on dit. Et c'est la Générale de Santé qu'on a fait. Ça, c'est la dialyse. Voilà, une vue de l'hôpital. Ça, c'est un bâtiment qu'on a perdu, qui était un des plus gros projets qu'on ait fait avec la PHP. C'était un PPP avec Eiffage. C'est le pôle endocrinologie de la Pitié-Salpêtrière. Là aussi, c'était très intéressant, parce qu'on superposait des couches avec des fonctions complètement différentes. C'était à la fois l'obésité, la cardio, l'hypertension, des choses. Donc des chambres qui n'ont pas les mêmes largeurs, qui n'ont pas les mêmes dimensions. Quand on est en obésité, on n'a pas les mêmes surcharges, et c'est pas une blague. Et donc il faut que ça marche, quoi. Voilà, c'est un truc. Et ça marche. Mais on a perdu. Bon, pas grave. C'est la vie. Ça, on était greffé à l'Institut de la moelle et du cerveau. Ça, c'est le fonctionnement intérieur des box, très très compliqué, avec des circuits impressionnants. Voilà. Et là, je vais vous présenter la Fondation Imagine, comme l'a dit David. Donc c'est un projet qu'on a gagné avec Jean Nouvel. On était associés. Bon, ça a fait rire beaucoup de gens, mais c'est pas très grave. Moi, ça m'a amusé, mais puis en plus, on est sorti indemne.
Et ça s'est très très bien passé, notre association, contrairement à tout ce qu'on pouvait dire. Alors après, on a fait le projet ensemble, à 4 mains, vraiment. Et on a développé le projet à l'agence dans sa construction et dans sa réalisation par la suite pendant 3 ans. Voilà. C'est un très beau bâtiment, enfin moi je le trouve, je ne vais pas dire le contraire, mais surtout pour ce qui se passe à l'intérieur. Parce que quand on travaille pour les enfants, je pense qu'on ne fait pas un hôpital comme un autre. La maladie génétique des enfants, ça touche des personnes qui sont en bas âge, mais ça touche aussi leur famille. Et on voit des gens qui arrivent dans une grande détresse. Et on voit aussi des chercheurs qui sont profs de médecine qui ne pensent qu'à ça. Ils sont obsédés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous discutez avec Alain Fischer, Grisselli ou Munich, qui sont les gens qui ont porté ce projet, même quand vous parlez ailleurs en déjeunant avec eux, ils pensent à un malade. Ils sont tout le temps en train de se demander comment on va faire, qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'il a. Et comme certaines maladies sont orphelines ou d'autres n'ont pas de solution, ils sont toujours inquiets et désespérés de ne pas trouver. En fait, c'est assez émouvant. Contrairement à un médecin qui va vous opérer, bon, bah, vous rentrez, vous sortez, il a fait le job. Là, il pense tout le temps à ce qui se passe et aux familles. Et donc Arnold Munich voulait vraiment un bâtiment qui soit un bâtiment synergie entre les patients et la recherche. Et que ce soit une maison de la recherche dédiée à ces familles. Donc un bâtiment assez imposant, où on regroupe à la fois les laboratoires, la recherche clinique, où les patients viennent le matin, et qui sont en consultation avec les mêmes chercheurs. Il faut savoir que Munich, Grisselli et Fischer consultent. Ce n'est pas des mandarins, loin de là. Et qu'ils ont leur laboratoire dédié, et que les patients, quand ils sont là, devaient voir cette effervescence en quelque sorte. Donc voilà le bâtiment dans la ville. Si tu veux poser des questions, tu peux y aller, hein, David, parce que sinon moi... Donc ça, c'est le bâtiment dans la ville qu'on a fait avec Jean. C'est un bâtiment qui est tout en verre, parce que bon, en nouvelle, c'est le verre. Moi, c'est plutôt le béton. Ça ne me dérange pas. Je mets cette photo à dessin parce que ce que je voulais représenter, c'était la masse. La masse pour la gravité du lieu. Il aurait pu être en béton, il aurait pu être en verre. En béton, à mon avis, on n'aurait pas gagné dans Paris. Mais en verre, il est toujours aussi massif, en fait. Mais il est aussi discret. C'est presque un bâtiment furtif. Et on retraite l'angle parisien comme les carrefours haussmanniens, avec cette espèce de prisme qui a été taillé, et qui est donc une expression d'un carrefour haussmannien à l'angle de la rue du Cherche-Midi et de Montparnasse. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment est décollé du sol, et c'est l'entrée des chercheurs sur le boulevard. Avant, il n'y avait pas ça, c'était un bâtiment type Laennec, en meulière, avec clos de murs, et on ne voyait pas l'intérieur de Necker. Aujourd'hui, on voit des transparences, on voit des jardins grâce à ce bâtiment. Après, je parlerai de la signification sur les façades, qui amuse tout le monde, avec ces protéines qui sont sérigraphiées sur les faces. Bernard, quels étaient les enjeux urbains de cet outil? Alors, les enjeux urbains sont... On savait que mon ami Philippe Gazeau avait eu beaucoup de problèmes sur le bâtiment du pôle mère-enfant, avec des recours incessants, mais ça, c'est tout Paris. Et ce qui est dommage, c'est qu'on puisse s'attaquer à des bâtiments hospitaliers de la PHP. Je ne comprends même pas, mais enfin bon, ça me dépasse. Donc on a essayé de faire en sorte d'avoir un traitement urbain, même si le bâtiment maintenant peut déplaire à certains. On a essayé de faire en sorte d'avoir beaucoup d'attention vis-à-vis des riverains. Et on a fait une composition, là c'est une photo un peu aérienne, en traitant cet angle, en revenant sur le boulevard Montparnasse, mais en étant en retrait sur Cherche-Midi, vous verrez qu'on redonne une dimension à la rue qu'elle n'avait pas avant. Donc on s'est écarté sur la rue du Cherche-Midi tout en reprenant cet alignement. On a repris l'alignement sur Montparnasse et on a repris l'alignement sur le square du Croisic, qui est le bâtiment qui est derrière. Ce qui fait que le bâtiment a une forme en trapèze à l'intérieur, et on a profité de ce trapèze pour donner à l'intérieur l'atrium que vous verrez tout à l'heure, qui est assez beau, dans lequel la lumière naturelle rentre. C'est un peu mon obsession par rapport au médical, c'est de faire rentrer cette fameuse lumière dans des bâtiments souvent très épais. Voilà, donc là, ça c'est une photo réalisée. Ça, c'était l'existant. Donc bon, voilà, les gens voyaient la Tour Eiffel. C'est ce qu'ils nous ont dit lors des réunions. On a fait pas mal de réunions de riverains. Oui, mais on ne verra plus la Tour Eiffel. Alors moi, je leur dis, mais vous aurez un bâtiment de gens nouvelles, comme ça sera plus cher. Voilà. Ça montera le prix du logement. Donc ils n'ont rien dit. Comment ils ont été impliqués, les riverains? On a fait des réunions tous les soirs, pas tous les soirs, 3 ou 4 fois, avant le dépôt de permis de construire, où j'ai été jusqu'à minuit en train d'expliquer à quoi ça servait, pourquoi ça servait. Et quand on met l'argument enfant, c'est vrai que ça déstabilise un petit peu les gens. Donc on a mis ça en avant pour essayer de passer, de ne pas avoir de recours. Et on n'a pas eu de recours, ce qui était assez impressionnant. Et les échanges avec la ville étaient parfaits. On était tous dans la même dynamique pour pouvoir sortir ce projet. Et donc on a fait ces réunions aussi avec Anne Hidalgo de présentation du projet et de son ambition à la fois pour la ville, parce que c'est quand même un bâtiment de recherche sur les maladies génétiques, mais aussi pour l'international, parce que c'est un bâtiment qui fonctionne avec des autres instituts de recherche. Donc on a fait un bâtiment PLU, comme je le dis, c'est-à-dire qu'en rouge, vous avez la masse possible,
Et la grosse bête rouge au milieu, c'est la masse possible, capable. Et puis on a enlevé des morceaux, c'est le petit dessin du milieu, pour commencer à tailler le prisme. Et puis le dernier dessin tout en haut, c'est les parties qu'on a extrudées de l'intérieur du bâtiment pour donner cet atrium assez important et donner cette fameuse lumière. Donc ça, c'est la composition du projet dans son site et dans son inscription. Ça, c'est la coupe transversale pour montrer ce qu'on a fait vis-à-vis des riverains. On leur a montré qu'on aurait pu être comme ça. On en a enlevé un bout, on en a enlevé un autre bout, on a taillé l'intérieur, on a baissé le bâtiment alors qu'on aurait pu être plus haut, on a encore retiré un bout pour être encore plus sympathique, mais tout en conservant le fonctionnement. C'était simplement pour être assez didactique et leur montrer la volonté qu'on avait de respecter ce carrefour parisien et les vues qu'ils avaient avant, tout en sachant qu'une vue n'est pas un droit acquis. Donc on avait le droit de modifier leur perception de la ville, mais bon, après il faut passer, quoi. Donc on leur a expliqué que ça serait un bâtiment blablabla en verre qui va refléter Paris, qui sera dans la tonalité parisienne de ces gris bleus, et c'est ce qu'on a fait. Alors, pour rentrer juste un peu dans le détail, à l'intérieur, le bâtiment est articulé autour d'un atrium baigné de lumière naturelle avec un jardin en son centre. Au rez-de-chaussée, on a les espaces de consultation. Oui, exactement. Qui sont mis en relation visuelle avec les coursives et les laboratoires de recherche. Dans quelle mesure est-ce que cet aménagement intérieur favorise la synergie entre les chercheurs? Je vais y arriver parce que là, je vais montrer des images qui vont vous montrer comment on a développé le projet et après, je vais arriver à ce que tu dis. Mais même dans ces images que je vais montrer, je vais expliquer cette synergie. Là, c'est juste pour finir sur l'inscription urbaine. On voit qu'en fin de compte, le bâtiment a presque une forme anthropomorphique. C'est presque un animal couché avec des espèces de membres qui reprennent les différentes orientations qui nous permettent d'écarter le centre, hein, avec des jardins partout. Il y a 3 jardins sur le Cherche-Midi, à l'intérieur et sur le square du Croisic. Donc ça donne ce volume-là, je passe vite, avec les fameuses taches, hein, qui sont des western blots, c'est des protéines en fait, qui sont dessinées par nous. Ça c'est la vue qu'on a donnée quand on a fait le concours, qui n'est pas éloignée de celle-là, dans le carrefour parisien, hop, avant, après. Il faut savoir que tout en haut, on a un système de séminaire, de centre de recherche avec une cafétéria qui est louée par la fondation pour avoir de l'argent, que certaines agences ici louent pour faire leurs conférences. Ça doit marcher alors. Voilà, ça c'est des vues du jardin. Ça c'est des façades que j'aime pas mal parce que c'est pour montrer le côté qu'on voulait un peu évanescent et un peu pour se faire oublier sur le boulevard. Ça c'est les cafettes qui sont dédiées aux chercheurs et aux gens qui travaillent, 450 personnes. Donc tout ça c'est des images du concours qui sont assez proches de ce qu'on a construit. Ça, c'est le fameux atrium dont parlait David. Et en fait, ce qu'on a proposé quand on a fait l'oral de ce concours avec Jean, c'était de dire que les patients seraient dans la plus grande salle d'attente qui existe. Elle fait 700 mètres carrés pour 12 box. Donc tous les confrères qui font de l'hospitalier doivent trouver ça incroyable. Mais on s'est payé ce luxe dans le prix, puisque ça fait 20 000 mètres carrés pour 40 millions. Donc on est à 2 000 € du mètre carré. Il n'y a que des laboratoires. Donc pour ceux qui font de l'hospitalier, savent que ce n'est pas beaucoup. Et qu'il y a beaucoup d'argent qui sert à la technique et qui n'est pas utilisé pour l'architecture. Donc c'est encore moins d'argent pour faire l'architecture que ce qu'on avait à la base. Et donc cette fameuse synergie, c'était de dire aux gens, ils vont arriver ici, ils vont découvrir un bâtiment presque comme un musée, pour attendre dans des conditions assez zen, très blanc, immaculé de blanc. Et ils voient les chercheurs passer d'un bâtiment à l'autre, d'une coursive à l'autre, avec ce bâtiment, ce volume suspendu, qui, comme l'extérieur, pour moi, devait signifier la gravité du lieu, parce qu'on est dans un lieu très grave. Les gens attendent dans des conditions de malades, et comme je disais tout à l'heure, ne savent pour certains pas ce qu'ils ont. Et donc, je voulais qu'on signifie cette espèce de lourdeur du lieu, savoir qu'on est peut-être tous sujets aussi à aller, et qu'on est tous suspendus en quelque sorte à la recherche, même quand on est valide, un jour ou l'autre, on passe à l'hôpital. Et donc, je voulais exprimer cette lourdeur et cette massivité avec ce volume qui est, en fin de compte, un lieu d'échange entre les chercheurs et de locaux partagés entre les laboratoires. Et donc, quand on est assis dans l'atrium, quand on est dessous, à côté, c'est pas la même perception et on voit que les gens se positionnent assez différemment quand ils attendent avec leurs enfants. C'est assez rigolo d'avoir des comportements dans cet atrium. Mais c'est la plus grande salle d'attente. Et Arnold Munich était très content de pouvoir proposer à Fischer aussi un lieu qui soit vraiment dédié à ses enfants et qui leur montre, en fin de compte, en levant la tête, que toute la recherche était au-dessus d'eux. Et il faut savoir qu'il y a une animalerie en dessous qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas, parce que c'est le monde dans lequel on vit, il ne faut pas dire ce qu'on fait, donc on ne voit pas les souris, on ne voit pas les poissons, et on ne voit pas les mouches, mais elles sont dessous. Donc il y a vraiment un fonctionnement vertical du bâtiment pour la recherche complètement
Il y a eu beaucoup de réflexions, évidemment, avec les chercheurs, mais quelles étaient les vraies attentes des chercheurs sur ce projet? Les vraies attentes des chercheurs, c'était donc cette fameuse synergie, mais c'est aussi de se retrouver tous ensemble dans un même lieu et de pouvoir échanger. Parce qu'en fait, ils sont tous dans leur monde. Hein. Ils avaient tous des laboratoires dans Necker, éparpillés. Et bon, ils ne se croisent pas tout le temps, ils sont dans leur truc à fond, ils font leurs conférences à Chicago, New York, ils ne se croisent pas. Là, quand ils sont ici, on a créé des lieux un peu informels, à droite, à gauche, des espaces vides, où ils ont mis tout naturellement des tables, des chaises, ils prennent leur café, ils échangent, plus la cafette. Donc c'était de pouvoir vraiment se retrouver dans un même lieu, d'avoir des labos très lumineux, de 70 mètres carrés, qui puissent être aussi associés à d'autres pour faire des plus grands locaux. Donc on peut aller jusqu'à 280 mètres carrés, puisque le bâtiment est totalement... on peut le défoncer dans ses étages, puisqu'il est poteau-poutre, et qu'il n'y a rien entre les deux. Et donc avoir des laboratoires encore plus grands, et donc pouvoir avoir des recherches particulières qui se développent dans des parties particulières du projet. Ce que vous voyez en bas, c'est ce qu'on appelle la recherche clinique. Les patients ne montent pas dans les étages, ils viennent faire leur constante, puisqu'en génétique, il n'y a pas de... Dans notre bâtiment à nous, il n'y a pas de chambre, il y a 4 chambres de jour, mais ils viennent et ils attendent, et en fait, ils font leur constante. Dans les étages, c'est que des labos, et sur le boulevard Montparnasse, c'est que des bureaux. Quelles sont les spécificités des flux sur ce type de bâtiment, étant donné qu'on est sur des box de consultation? Les spécificités des flux, c'est que les patients arrivent tous les matins. En fait, l'erreur qu'il y avait dans le programme, si je peux me permettre, c'est que pour les flux, la salle d'attente faisait 80 mètres carrés. Et ça ne marche pas avec des patients en maladie génétique parce qu'ils arrivent tous dans le problème des flux. Ils ne sont pas seuls, ils sont toujours au moins 3 ou 4 parce que les parents viennent avec les enfants, parce que tout le monde se déplace, tout le monde est inquiet. Certains sont handicapés lourds. Donc une salle d'attente de 80 mètres carrés, c'est ce qu'on a mis dans le hall, nous. Comme ça, on a pu avoir un traitement des flux qui soit ordonnancé entre le fait de pratiquer le box au-delà des poteaux, vous verrez en plan, et le fait de pouvoir attendre sur cette grande plateforme qu'on a faite avec des gens qui sont pour certains lourdement handicapés, mais avec aussi des déambulateurs, des chaises roulantes. Donc ça prend beaucoup de place, et plus que ces fameux 80 mètres carrés qu'on nous avait donnés. Au-delà des flux, sans aller à l'extrême, on voit que les Américains aujourd'hui, quand ils construisent des hôpitaux pour accueillir les enfants, ils en font des vrais malls, voire des centres d'attraction, justement. Comment est-ce qu'on... C'est un peu ce qu'on a fait. Voilà, comment on travaille quand on accueille des enfants? Comment est-ce que l'architecture s'adapte? On a travaillé avec les gens de Necker, d'Imagine, parce que la fondation utilise des bénévoles pour... distraire les enfants quand ils attendent. On a même dans le grand atrium qu'on a, pas un parc, mais une zone qui est réservée aux nourrissons. Et donc il y a des jeux d'enfants et les gens viennent, occupent ces enfants en attendant, parce que certains sont désorientés, certains poussent des cris, enfin c'est des trucs incroyables. Donc il faut à chaque fois canaliser leur attention et les occuper. Et c'est vrai que c'est traité un peu comme un grand mall à l'américaine. La différence, c'est que Munich, Fischer, Grisselli n'avaient pas compris ils avaient compris, ils avaient vu le dessin. Mais quand on a construit le bâtiment, la boîte centrale n'a pas été construite tout de suite. Donc ils avaient un grand mall, un grand truc. Et je leur dis, mais Arnold, c'est naze, c'est un grand vide central qui ne sert à rien. Attends de voir la boîte, tu verras ce qui se passera. Et quand on a construit la boîte, ils ont compris la richesse intérieure de la complexité du lieu et que ça donnait des lieux différents d'attente et une certaine variation dans ce bâtiment. Ça, c'est une axe sono qui montre le fonctionnement. Les 4 plaques vertes, en fin de compte, c'est les laboratoires qui sont suspendus sur 4 étages. Et un étage de bureau, et sur Montparnasse, ce sont que des bureaux qui sont toujours en relation avec les laboratoires qui sont derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des conservations de froid, puisque comme c'est des laboratoires, il faut avoir beaucoup de froid pour conserver toutes les recherches. Il ne faut pas que ça tombe en panne. Donc on a un étage complet avec que des frigos et des congélos. C'est bourré de trucs comme ça qu'on ne voit pas, qui ne servent pas à l'architecture et qui prennent beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir que c'est un conception-construction et que dans le prix, on a tout donné. C'est-à-dire qu'il y a tout sauf les chaises. Voilà. Et les bureaux. Le choix des matériaux et des couleurs a été influencé aussi par le fait que c'est un établissement qui reçoit des enfants? On n'est pas tombé. Sur la façade, on a fait j'expliquerai pourquoi. Mais à l'intérieur, on n'est pas dans une crèche à l'intérieur. Donc on a fait un bâtiment très blanc et on s'est dit que c'était plutôt eux qui allaient apporter cette diversité. Un peu comme une page blanche qu'on vient compléter. Mais on n'a pas mis de la lumière, de la couleur comme une crèche en se disant c'est des gosses, on va mettre du rose, machin. On a mis du rose par endroit, mais pas autant que j'aurais voulu et pas aux endroits en question. Alors, ça, c'est le plan de rez-de-chaussée pour comprendre le fonctionnement du bâtiment et ce fameux trapèze qui s'est écarté avec les articulations des différentes rues et le vide que ça nous a permis de faire au centre avec un jardin que personne ne voulait sauf les chercheurs. Et on se rend compte que les enfants respectent énormément le jardin, ils le pratiquent, ils ne mangent pas la terre, ils ne jettent pas la terre, ils n'arrachent pas les plantes et ils ne poussent pas de cris et ça marche très bien et ils sont très contents. Et en fait, ils le pratiquent exactement en le traversant comme on l'avait dessiné. Ça, c'est un étage type de laboratoire.
Donc on a façade, laboratoire, on a les bureaux de post-doctorants qui sont en second jour. La bande grisée que vous voyez, c'est toute la technique qui remonte en étage, et puis la circulation en coursive. Au centre, on a le petit bâtiment suspendu qui permet d'avoir des locaux mutualisés et qui sont des locaux qui sont partagés par les chercheurs et qui permettent aussi de traverser le bâtiment. Ça, c'est l'étage de la salle de conf. Alors ça, à gauche, c'est toute la technique, donc ça n'a aucun intérêt. À droite, c'est sur le boulevard Montparnasse, c'est la salle de séminaire qui fait 200 places. Pour vous donner un exemple, on a eu la Fondation Bettencourt qui nous a donné un peu plus d'argent pour pouvoir parfaire certains lieux. Et Alain Fischer me disait, mais tu te rends compte, cet argent, 800 000 euros, ça pourrait faire des souris en plus, des chercheurs en plus. Je lui ai dit, mais il faut bien qu'on s'asseye quelque part. Ils ne pensent qu'à ça. Ils sont, voilà. Mais on a quand même fait la salle avec cette donation. Ça, c'est la cafette sur le dernier étage qui voit tout Paris. Donc là, on revient sur le bâtiment. Je vais montrer des vues maintenant, puisque sur son inscription urbaine et ses différentes façades. Et le souci qu'on a eu de travailler à la fois sa massivité, mais aussi sa discrétion, parce qu'on ne peut pas dissimuler 20 000 m² dans Paris comme ça, surtout à cet angle-là. Voilà, donc ça, c'est les différentes vues extérieures. Ça, c'est le raccord qu'on a avec le square du Croisic, où on a une certaine déférence. On ne vient pas toucher le bâtiment, on est en console, et on a une grande transparence sur notre jardin intérieur, avec l'escalier de secours, et les gens pratiquent cette circulation pour retourner vers Necker, ce qui n'existait pas avant. Bon, ça, c'est la Fondation Imagine, le logo, hein. Ça, c'est les vues qu'on a quand le bâtiment s'efface, on voit la tour Eiffel. Bon, c'est plein de jeux comme ça qu'on a fait en 3D, qu'on a fabriqué avec Jean Nouvel en 3D avec des solides pour voir un peu la forme du prisme à l'angle et son travail. Ce qui est très compliqué parce qu'on n'a pas le droit de faire de bâtiments inclinés en France, donc ça passe en mode verrière. Donc c'est pas le même système d'accrochage puisque tout le bâtiment est en VEC. Donc c'est d'autres contraintes techniques et donc les verres sont pas les mêmes, les accroches sont pas les mêmes. Bon, voilà. Ça, c'est pour la technique. Ça, c'est la vue arrière du bâtiment qui est comme sur Recherche Midi assez long et assez gros. Et ça montre bien sa couleur entre le ciel et les façades parisiennes et le reflet qu'on voulait donner de ce bâtiment. Quoi qu'en pensent les gens. Vas-y. En voyant comme ça les images du bâtiment, on sait que l'intégration dans son environnement est importante lorsqu'on conçoit un bâtiment. Quels sont les éléments extérieurs qui vous ont permis de concevoir l'identité visuelle de ce bâtiment? L'identité visuelle du bâtiment, après je démontrerai comment on l'a fait, ce sont toutes ces espèces de petites séries graphiques qu'on a mis dessus. Certains, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas, mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la life. Mais en fait, c'est venu de leur recherche. Quand on a fait le concours, on s'est rendu compte qu'ils mettaient en évidence des protéines. C'est pas l'ADN, c'est pas le génome, c'est pas tout ça. Ils pèsent des protéines, les chercheurs, et c'est des jolis dessins. Et en fait, on les a redressés, ces dessins, quand ils les pèsent. On avait des espèces de petites formes. On les a mis à la verticale et on les a redesignés pour certaines. Et moi, je voulais que ce soit un petit peu l'interprétation que pouvaient en faire les enfants, comme quand on regarde un nuage. C'est-à-dire qu'en fait, chacun y voit ce qu'il veut. Et on en a oublié la signification de la protéine, puisque par moments, on croirait des petits groupes de familles, des petits groupes de bonshommes qui se promènent, si on prend le temps de regarder. Enfin, pour ceux qui ont le temps. Et ça m'a rapproché aussi du travail que fait Viala, qui est un peintre que j'aime beaucoup, de ce principe de taches sur les façades qui donne cette identité à ce bâtiment. Donc on peut penser que c'est assez simple de se dire ils font de la recherche, on va mettre de la génétique sur les façades. Ça a été plus loin que ça, nous. On a pris ces taches, on les a redressées, on les a designées, on les a incrustées sur le bâtiment. Et comme on n'avait pas d'argent, je le répète parce que c'est vrai, quand on fait de la sérigraphie, une plaque de verre égale un typon, pour ceux qui savent en faire. Quand on a 1500 plaques de verre, il aurait fallu 1500 typons, ce qui est impossible dans notre budget. Donc on a pris 150 typons, et on les a mis de manière aléatoire, ce qui n'est plus aléatoire du tout, mais ça a été un travail de Tetris, parce que vous verrez que la sérigraphie passe d'un verre à l'autre. Donc quand on élève une plaque de verre, ça casse tout le schéma. Donc il faut tout recommencer. Mais c'est pas grave, parce que là aussi, si on va plus loin dans ma démarche, chaque plaque de verre a aussi son empreinte génétique, en quelque sorte, puisque chaque plaque est unique. Donc il y avait toujours une démarche comme ça, que personne ne sait, si on ne l'explique pas, mais qui fait que même la carapace du bâtiment est en adéquation avec la recherche qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est toutes les vues qu'on voit. Alors, il y a moins de tâches que ce qu'avait le bâtiment lors du concours parce qu'un chercheur du bâtiment a trouvé qu'il y en avait trop. Donc il a fallu qu'on recommence notre travail, qu'on recompose la façade comme un tableau. Ce qui est juste un truc de fou parce que, comme je dis, quand on en enlève une, il n'y a plus rien qui marche. Donc il faut tout recommencer et répartir ces 150 typons de façon aléatoire. C'est ce qu'on voit sur cette façade-là. Vous verrez que la partie haute de la salle de séminaire, c'est le seul endroit qui n'en a pas. Mais vous verrez qu'en transparence, le rideau à l'intérieur, quand il se ferme, c'est lui qui a le typon. Donc c'est toujours un jeu de je te vois pas. Quand on ferme la salle de conférence,
les typons apparaissent et quand elle est ouverte, ils n'apparaissent pas. Donc c'est un vrai travail plastique. C'était ça qui était aussi intéressant avec Jean, c'est qu'il adore l'art contemporain, moi aussi, et peut-être qu'on s'est retrouvé là-dessus. C'est ce travail sur le design du bâtiment, au-delà de la recherche et de ça. En bas, vous voyez le hall d'entrée avec quelques couleurs. Ça, c'est de nuit. Ça, c'est les façades qu'on ne voit jamais. Donc économie aussi oblige. Elles n'ont pas de sérigraphie. Parce qu'en fin de compte, ces façades ne sont vues de personne. Et j'avais dit pendant le concours, c'est stupide de dépenser de l'argent. Personne ne le verra pas. Et on avait plutôt proposé d'avoir de la sérigraphie sur les pignons qui sont en face. Mais ils ne nous appartiennent pas. Donc on a réussi à mettre une œuvre de François Morellet. Pour ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui fait des néons et qui est sur le pignon, qui est vu par les chercheurs. Pour reprendre le problème de l'anthropomorphie de ce bâtiment, sur la cafétéria que vous voyez sur la façade principale, on a comme des vertèbres qui apparaissent tout en haut. Hein, c'est toujours ce travail de l'animal qui a été posé. Et on voit comme une colonne vertébrale qui tient le bâtiment. Ça, c'est la même façade. Elle est très simple, hein, elle est calpinée en métal. Et le jardin qui descend à l'intérieur. Là, on arrive aux photos intérieures. Ce qui est aussi bien dans ce bâtiment, c'est la différence entre ce qu'on voit dehors et ce qu'on voit dedans. Il est très fermé, on ne sait pas ce qui se passe. C'est un peu un truc mystérieux. On peut le visiter, on peut rentrer. C'est une salle d'attente, donc c'est comme tous les bâtiments parisiens. On peut rentrer, il n'y a aucun problème. Donc ça, on voit le jardin avec le banc qu'on a fait, qui permet aux gens d'attendre. Ça, c'est la vue intérieure, qui se rapproche plus d'un musée que d'un hôpital, très blanc. Il faut savoir qu'on a été aidé par des fournisseurs. On a fait aussi dans notre boulot, gratuitement, avec la fondation. On a fait du mécénat et on a été voir Zumtobel, on a été voir FSB, Young, pour qu'ils nous donnent des matériaux moins chers et qu'on puisse upgrader les prestations, parce que sinon on avait la qualité d'un collège à l'intérieur. On a quand même des garde-corps en verre extra clair, on a des luminaires Zumtobel, on a des choses qui font que les détails sont un peu plus de qualité. Voilà. Là, on voit la lumière avec les verrières et il est tout le temps inondé de lumière, ce bâtiment. Ça, c'est les espaces d'attente. Bon, alors ils n'ont pas compris quand on leur a dit d'acheter des chaises, de ne pas les mettre à cet endroit-là. C'est pas grave, ils les déplaceront. Voilà, ça, c'est des grands murs qui servent à des projections. Ça, c'est le volume suspendu. Donc, quand je parlais de la gravité, on comprend mieux ici qu'en fin de compte, il y a une masse qui est suspendue, qui est très lourde, et qui signifie cette lourdeur et cette inquiétude qu'on a quand on est ici. Après, ils comprennent pas, mais moi, j'ai toujours besoin d'une histoire quand je fais un projet. Hein. Voilà, ça, c'est la même chose avec le jardin en dessous. Ça, c'est toutes les relations qu'on a réussi à créer dans ces espèces d'interstices, en fait, où les chercheurs se retrouvent de manière informelle. Voilà, toutes ces vues, moi, que je trouve pas mal. C'est toujours intéressant de voir après la construction d'un bâtiment, comment est-ce qu'on s'approprie cet outil, comment est-ce que les chercheurs et les professionnels se sont appropriés l'outil aujourd'hui? En fait, ils sont vraiment comme des poissons dans l'eau. Moi, je retourne souvent, un peu comme l'assassin sur les lieux du crime, pour voir comment ça marche. Parce que j'aime bien voir ce qu'on a vendu et savoir si les gens l'utilisent de la même manière. Et en fait, ils pratiquent les lieux. Enfin, moi, de ce qu'ils me disent, on me croit pas, ils sont toujours très contents. Et puis quand j'y vais, ils ne me lancent pas des tomates. Donc ça se passe bien. Je visite le bâtiment avec plein de gens. Ils sont toujours très contents même de le faire visiter avec moi. Ils en sont très fiers. Et ça leur a permis aussi d'avoir des chercheurs internationaux, parce qu'ils sont en plein Paris, de faire venir, en fait, un institut comme ça fonctionne parce qu'ils vont chercher des cerveaux ailleurs aussi. Et en fait, c'est totalement polyglotte. Quand on se balade dans ce bâtiment, ils parlent plus français. Il y a des gens allemands, australiens, canadiens, et ça parle de toutes les langues. Et ils sont tous là, et ils sont contents parce qu'ils sont au centre de Paris, et ils ont un outil de travail qui est up-to-date, même si c'est à l'intérieur des laboratoires très simples, puisque un labo L1, c'est une salle de chimie de terminal C, c'est rien de plus. On a des L2, on a des L3, mais la majorité, les 70 laboratoires, c'est que des L1. Donc c'est quand même, mais vraiment avec toutes les dernières technologies nécessaires. On va d'ailleurs voir, bon, ça c'est la cafette vue de haut. Ils aiment bien aussi cette partie-là parce qu'ils font des fêtes, ils louent ces espaces. Donc c'est vrai que quand on est tout en haut, c'est assez impressionnant. Vous me direz, quand on monte à 30 mètres de hauteur dans Paris, on voit Paris, donc bon, c'est pas très compliqué, mais bon, dans le concours, la cafétéria et la salle de séminaire étaient demandées au sous-sol, il faut le savoir. Donc on a inversé le truc en disant, on ne peut pas faire venir des chercheurs internationaux et leur montrer le sous-sol, c'est pas possible. Et donc c'est passé. Ça c'est la cafette aujourd'hui. Ça c'est la salle de conf avec le fameux rideau. Donc autre détail qu'on a fait avec Jean, par exemple, comme on a pas d'argent toujours, et qu'on a des faux plafonds bon, un peu basiques, même si on est tout le temps en plâtre, on a multiplié les tâches. Au plafond, il y a des luminaires, des prises d'air, des machins qui polluent l'espace. Donc on a joué avec ça pour en faire presque une composition abstraite sur les plafonds.
Là, c'est pareil, il y a plus de lignes. Même les interrupteurs, on les a redessinés en lumière. Donc voilà, chaque fois qu'on a pu faire une intervention plastique, on l'a faite. Ça, c'est un labo quand on l'a livré, donc il était propre. Tout ce que vous voyez, on l'a payé, hein. C'est dans le prix. Voilà, ça c'est quand on l'a livré. Donc on était très contents, c'était zen. Voilà, et ça c'est maintenant. Donc voilà, c'est le bazar intégral. Et j'ai beau leur dire, je ne sais pas comment ils cherchent avec un tel bazar, ils m'ont dit que c'était comme ça. Moi j'ai du mal, mais bon. Donc tout ce que vous voyez, on leur a payé, sauf les chaises roulantes. Ça c'est la sérigraphie vue de l'intérieur, parce que c'est une sérigraphie qui est collée face 1, enfin qui est sérigraphiée face 1. Donc on voit les fameux petits personnages dont je parle quand on prend le temps de regarder et de comprendre. Ça c'est les typologies de laboratoire qu'on avait proposées, soit des espaces où c'est que labo, soit des espaces avec labo et salle de post-doctorant. Alors il faut savoir que les post-doctorants, ils ne restent pas tout le temps là, puisqu'ils tapent leur thèse et qu'ils bossent. C'est plutôt le labo qui est privilégié, donc c'est le labo qui a le premier jour. Ça, c'est la composition de la façade avec les fameuses sérigraphies en face 1, sur ce module de 3,15 m, qui fait que chaque labo fait 9 mètres et fait 70 mètres carrés. Ça, c'est l'identité du bâtiment dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est les fameuses tâches. Si on prend le temps de regarder, moi, je vois des familles, mais bon, je suis peut-être un peu... mais c'est comme ça que j'ai redessiné ces petites tâches. Je vois papa, maman et des enfants, mais bon... Et c'est ce qu'on peut lire sur certaines tâches. Alors, les petites stickers de couleur, c'est ce que tu disais par rapport aux enfants, c'est quand ils pèsent cette protéine, ils rajoutent le poids en kilodalton. Mais comme on n'avait plus de protéines, vu qu'on a modifié leur identité, ils nous ont autorisé à mettre des numéros, mais ce n'était plus les mêmes. Donc, c'est simplement des anagrammes d'imagines qui sont collés et qui reprennent des couleurs d'une boîte de couleurs d'enfants. Voilà, c'est pour ça qu'on a mélangé à la fois les nuages et les boîtes de couleurs. Ça, c'est donc la manière dont on a composé la façade avec cette sérigraphie. Il y en avait beaucoup plus avant, hein. Et c'était un vrai léopard, c'était beaucoup plus intéressant, je trouve. Ça, c'est la manière de faire le dessin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, d'une façade simple, on fait nos compositions en sérigraphie. Voilà, j'ai fini mon exposé. Alors, que des fans. Merci. Le parc hospitalier français a été transformé là, depuis une bonne dizaine d'années, depuis le plan Hôpital 2007. Il n'y a plus beaucoup d'hôpitaux tout entiers qui vont sortir de terre puisque la plupart des établissements se sont modernisés. Quelles sont les perspectives d'évolution de l'agence sur le secteur hospitalier aujourd'hui? Je ne sais pas. Si je le savais, je serais content. On essaie de... Ce sont les activités techniques aujourd'hui qui vont être structurées. On Ouais, parle de regroupement de plateaux techniques, des laboratoires, des fonctions support. On essaie de s'intéresser à tous ces sujets de réhabilitation lourde, de bâtiments qui sont restructurés, modifiés. Mais oui, on essaie de prendre notre bâton de pèlerin et puis de continuer, d'essayer de participer à ces concours quand on nous retient, quoi. Voilà. Merci, de rien, Bernard merci Valero. Merci à vous pour votre attention. Dans un petit quart d'heure débutera une conférence avec nos amis et voisins belges, puisque, comme vous le savez, l'architecture hospitalière dépasse très largement nos frontières, pour ne pas dire couvre toute la planète. Donc nous accueillerons nos amis belges du bureau d'architecture et d'ingénierie Veragen à Bruxelles. Et la conférence sera consacrée au centre hospitalier de Wallonie-Picardie, le CHWAPI, qui est une des plus importantes institutions hospitalières de Wallonie. Je vous invite donc à venir nous rejoindre sur l'Agora du village des architectes pour assister à cette conférence. Vous avez également une conférence sur l'Agora Hôpital, consacrée à la configuration du plateau technique de l'infirmerie protestante de Caluire, près de Lyon, avec l'agence R2A. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. À tout de suite.